Tel un thermomètre économique, le sujet de la dette revient de manière cyclique sur le devant de la scène, pour nous informer de l'état de santé de notre économie. Mais entre deux crises, le sujet est souvent mis sous le tapis. Tout va bien, on gère, nous dit-on. À tort, car c'est quand tout va bien en apparence que l'on plante les germes de la crise future. Alors où en est le Maroc avec sa dette publique? Est-elle soutenable comme certains le prétendent? Et la calcule-t-on de la bonne manière? Pour en parler en détail, je vous retrouve immédiatement après le générique. Premièrement, que désigne exactement la dette publique? Elle exprime tout simplement la dette due et garantie par l'État. Elle comprend l'ensemble des engagements financiers pris sous la forme d'emprunts par le Trésor, les collectivités locales, ainsi que les organismes publics. Elle se décline en dette extérieure et en dette intérieure. La première étant contractée vis-à-vis d'acteurs étrangers et libellée en devises. La deuxième est contractée en interne et libellée en dirhams marocains. Elle se calcule en pourcentage du PIB et se décompose comme toute dette en encours de la dette, soit le montant restant du capital emprunté, en service de la dette, soit le montant payé pour une période et qui comprend les intérêts et la part du principal venant à échéance, enfin la charge de la dette qui désigne les dépenses de l'État consacrées au paiement des intérêts de la dette. Deuxièmement, pourquoi l'État contracte-t-il une dette? Ne paye-t-on pas d'impôts pour financer l'État? Oui, nous payons, mais ça ne suffit que rarement, sinon jamais. Car quand les dépenses de l'État dépassent les recettes, nous parlons d'un déficit budgétaire, qui n'est rendu possible que par de l'endettement. Il en va à peu près de même pour le déficit commercial, puisque pour maintenir les réserves de change à un niveau stratégique, l'État a recours de manière récurrente à l'endettement extérieur, vu le déséquilibre chronique de notre balance commerciale. Déficit budgétaire et déficit commercial, c'est ce que nous nommons les déficits jumeaux. Troisièmement, comment estime-t-on le poids d'une dette publique? Eh bien, ce qui prévaut à l'échelle mondiale, c'est de la calculer en pourcentage du PIB. Autrement dit, si le PIB du Maroc pour l'année 2022 est de 100 milliards de dollars et que la dette publique pour la même année est de 80 milliards, alors on dira qu'elle représente 80% du PIB. Quasiment tout le monde utilise cette méthode sans pour autant pouvoir dire pourquoi. En fait, si le PIB est pris comme référence pour mesurer le poids de la dette, c'est qu'un accroissement du PIB exprime un accroissement de la capacité de remboursement de la dette, en raison de l'accroissement des recettes fiscales. Jusque-là, nous sommes pleinement d'accord, du moins concernant la dette publique intérieure, libellée en dirhams marocains. Par contre, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que concernant la dette extérieure marocaine, cette méthode est non seulement erronée, mais elle est dangereuse, car elle donne l'illusion d'une marge d'endettement importante, là où elle est en réalité presque inexistante. Premièrement, notre PIB est libellé en dirhams, qui est, rappelons-le, une devise non convertible. Or, un accroissement du PIB et par conséquent des recettes fiscales en dirhams n'exprime en rien une meilleure capacité de remboursement de la dette extérieure, car cette dernière est libellée en devises étrangères, euros, dollars, etc. Cependant, nous ne pouvons acheter directement ces devises contre des dirhams. L'unique moyen que nous avons est de les chercher au niveau des flux entrants, IDE, transfert des MRE, tourisme et un excédent de la balance commerciale qui est tout simplement inexistant. Or, tous ces flux suffisent à peine dans le meilleur des cas à équilibrer la balance des paiements. Ainsi, pour rembourser notre dette extérieure, nous devons soit puiser dans nos réserves de change, ce qui à terme n'est pas tenable vu qu'elle ne représente que l'équivalent de 6 mois d'importation, soit rouler la dette. Autrement dit, quand le remboursement d'une dette arrive à échéance, nous empruntons une somme équivalente pour rembourser la précédente avec éventuellement un taux d'intérêt supérieur à la première. Surtout dans le contexte économique mondial actuel avec la hausse des taux d'intérêt des principales banques centrales mondiales. Emprunter pour rembourser, ce n'est pas sans nous rappeler la célèbre chaîne ou pyramide de Ponzi. Ainsi, à moins d'accroître de manière conséquente notre compétitivité à l'export et la valeur ajoutée des biens exportés afin de rééquilibrer notre balance commerciale, tout endettement extérieur est par définition problématique. Maintenant,
Regardons plus attentivement ce que nous disent les chiffres concernant le Maroc. D'après les données publiées par le Haut Commissariat au Plan dans son budget exploratoire pour l'année 2023, la dette publique globale devrait se situer aux alentours de 83,3% du PIB en 2022, contre 82,5% pour l'année 2021. Nous nous situons donc toujours au-dessus du premier seuil autant psychologique qu'économique des 80%. La part du Trésor dans le total de la dette sera toujours d'après le HCP de 70,4%. Quant à la dette extérieure publique, cette dernière se situera autour de 29,5% du PIB en 2022. Sur le papier, la situation paraît tenable, d'autant plus que le Maroc a eu la sagesse d'éviter durant la période Covid de recourir massivement à la planche à billets et par conséquent à de la dette. Il a privilégié la mobilisation de l'épargne nationale dans une logique redistributive à travers le fonds Mohamed VI qui fut créé par le roi à cet effet. Mais au niveau gouvernemental, les déficits budgétaires ne cessent de s'accumuler. En 2020, le déficit fut de 7,1% et depuis, il gravite autour de 5,5%, ce qui demeure très élevé pour une économie comme celle du Maroc. D'autant plus que les grands chantiers sociaux qui attendent le gouvernement pour les prochaines années n'ont pas un caractère immédiatement productif. Autre aspect problématique, l'inflation galopante que connaît le Maroc actuellement et dont on a parlé lors du précédent épisode. Le bon côté de la chose, du moins du point de vue du gouvernement, est que l'inflation réduit le poids réel de la dette intérieure. Comme nous l'avons déjà rappelé, l'inflation exprime une dépréciation de la valeur de la monnaie. Soit, quand l'inflation monte, les dirhams que rembourse l'État valent moins que ceux qu'il a empruntés il y a quelques années. Mais le prix à payer peut tout simplement être colossal. Car si l'inflation venait à s'installer dans la durée, la récession économique qui en découlera avec une chute de la demande globale et une explosion des faillites d'entreprises aura un impact très négatif sur les recettes de l'État, avec comme corollaire une aggravation du déficit budgétaire et par conséquent de la dette. Enfin, les craintes d'une inflation durable créent des tensions autour des taux d'intérêt des banques du Trésor. Ces derniers, contrairement aux années précédentes, connaissent une tendance haussière qui renchérit le coût d'endettement de l'État, ce qui risque d'amener le gouvernement à opérer des sorties à l'international, avec comme risque une aggravation de notre endettement extérieur, autrement dit, de notre endettement non souverain. Nous venons donc de voir quelques-uns des défis majeurs relatifs à la dette, auxquels le gouvernement sera confronté lors des prochaines années. Pour y faire face, le FMI nous presse de supprimer la subvention du gaz butane et de libéraliser totalement les prix. Et cela au moment même où les citoyens sont confrontés à une hausse spectaculaire des prix du gasoil. D'un autre côté, une réduction du déficit budgétaire aura pour conséquence une diminution des dépenses publiques, avec pour conséquence une réduction importante de la croissance économique dans un contexte probable de sécheresse. Sommes-nous donc condamnés à choisir entre la peste et le choléra? La réponse est non. Car pour réduire le déficit budgétaire, et par conséquent notre dynamique d'endettement, il suffit d'élargir l'assiette fiscale à travers une lutte sans merci contre le grand informel, ce qui permettra non seulement de résorber le déficit, mais même de réduire la pression fiscale sur le secteur formel, lui permettant ainsi de gagner en compétitivité et de mieux contribuer à la création de richesses. Mais tant que les différents gouvernements refuseront de voir l'éléphant dans la pièce, nous aurons à choisir effectivement entre la peste et le choléra. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.